C'est l'histoire d'un ancien homme politique, admettons un président de la République, qui quitte ses fonctions. Pour fêter la fin de ses fonctions, on organise pour lui un grand banquet dans la salle où se trouve le couronnement de Napoléon par David. Et lui, ça ne l'intéresse pas, il a envie de quitter tout ça, c'est ce monde public qu'il a connu, ça le désespère. Du coup, il quitte la cérémonie avant qu'elle ait commencé, il vole 2 bouteilles de vin et s'en va errer dans le musée du Louvre. Je trouvais assez sain que la bande dessinée bouscule le musée pour lui rappeler que l'objet de musée doit lui-même s'inscrire dans une forme de narrativité, que l'une des missions assignées au musée est de faire parler l'œuvre, de narrer son histoire et de l'inscrire dans une histoire. Il y avait aussi ce rappel de la méfiance vis-à-vis de l'esprit de sérieux qui devait nous animer, qui était bienvenu de temps à autre. Et le rappel de la place privilégiée accordée aux rêves, au rire, à la poésie, dans la mise en œuvre de nos collections et de nos expositions. Pourquoi la bande dessinée finalement au musée du Moyen-Âge ? Il y a en effet une filiation évidente avec l'art narratif, on l'a parlé plusieurs fois. Tu parlais de la narration quattrocento italien. Je pense toujours au petit tableau de Sacetta où on pourrait comparer Astro Boy et Ranieri. Voilà, il y a des images, il y a des inventions graphiques dans les œuvres du Quattrocento et dans les œuvres du Moyen-Âge. Je pense aussi à un autre exemple qui est une grande tenture de chœur au musée du Moyen-Âge de Saint-Étienne qui raconte en 23 épisodes la vie de ce saint et le transfert de ses reliques et qui permet du coup avec des phylactères aussi d'identifier les scènes. Donc il y a en effet ce langage visuel, ces histoires qui sont racontées dans l'art médiéval. Donc pour nous, il y avait déjà un sens au sein même des collections à continuer à travailler sur les récits graphiques. La bande dessinée, par sa distance en quelque sorte avec la réalité et en même temps par la dimension des possibles qu'elle ouvre dans la narration, justement dans la séquence, permet d'inscrire à la fois la culture et alors je dirais la culture des élites et la culture populaire. Et je pense que quand on parle d'aller contre l'ignorance, ça veut dire essayer de faire jonction, et la bande dessinée fait ça remarquablement bien, entre l'art et finalement la référence de la culture populaire, du collectif, du courant, du quotidien, de l'anodin, etc. Elle permet d'atteindre toutes les dimensions qu'on veut, ce que le dessin de toute façon permet toujours de faire, sauf que la bande dessinée, je dis tout de suite, n'est pas destinée à être un seul dessin et n'est pas destinée à être un dessin, elle est destinée à être un livre, elle est destinée à être imprimée. Donc il ne faut jamais perdre de vue l'idée qu'avant tout, il y a la finalité du livre. C'est pour ça que le projet éditorial fait totalement sens. Le Louvre s'est engagé pour 4 titres. On s'était dit à l'époque, 4 titres c'est déjà énorme, on aura fait le tour du musée, le tour de la BD et du musée, enfin bon, on ne voit pas trop ce qu'on pourra faire, donc on arrêtera. Et puis titre après titre, notamment le premier, évidemment, je l'ai fait avec Nicolas de Crécy, je ne pouvais pas, vu que c'était mon auteur fétiche à ce moment-là, ça l'est toujours dans un sens, on l'a fait et cet album a vraiment très très bien marché. Et au bout de 4 titres, on s'est dit avec Futuro, mais aussi avec la direction du Louvre, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête ? Et c'est là qu'on s'est rendu compte que les 4 premiers titres étaient vraiment différents les uns des autres et que, ça a déjà été évoqué tout à l'heure, c'est qu'en fait, évidemment, par auteur, il y a un univers. Donc on a une richesse dans nos collections qui part vraiment de l'Antiquité lointaine jusqu'à 1848. On a à la fois les objets d'art, la sculpture, la peinture, les arts graphiques. Enfin bon, voilà, on a un univers, des univers très riches, variés, évidemment de qualité. Et moi, j'ai tout de suite établi dans ma tête un parallèle avec cette collection de bandes dessinées où, de la même façon, on avait des auteurs qui proposaient des univers riches, variés, divers. C'est vraiment un super beau cadeau pour les jeunes auteurs, parce que c'est vraiment quand on commence à faire de la bande dessinée, qu'on a passé les premiers caps de réussir à raconter une histoire, c'est vraiment des moments où on est hyper fragile. Parce qu'on est dans la construction, on est encore dans la construction. Et là, d'avoir un écrin comme ça, c'est quand même formidable pour des jeunes auteurs de se dire, allez, voilà, il y a cette histoire, il y a cette œuvre, ces œuvres.
pourra continuer à faire de la bande dessinée si on maintient cette rigueur, c'est-à-dire une carte blanche à un auteur, forcément, un auteur qui a une richesse d'univers, qui a une richesse de propositions, à la fois narrative, à la fois esthétique, à la fois par son regard, tout simplement. Donc ça, si on tient ce cap-là, on pourra multiplier les expériences. Ah, mais j'ai un projet formidable, j'aimerais qu'on expose un auteur que j'aime beaucoup. Je lui dis, vous pouvez toujours me dire, mais enfin, d'avance, je pense que ça va être non. Et il me dit, mais j'ai vraiment un contact et j'aimerais vous proposer d'exposer le dessinateur Skuyten. Et je lui dis, Skuyten, vous voyez, connais pas. Ah, il me dit, parce que vous êtes français et vous devez le prononcer Schuiten. Je lui dis, vous avez dit le mot qu'il ne faut pas dire, c'est OK. Et j'ai voulu, comme je pense l'ont fait tous les auteurs de la collection, que chacune des œuvres dont je traitais me servait, en quelque sorte, servait mon propos. C'est pour ça que je m'y suis promené plusieurs fois. Et par exemple, il y a un moment, passant devant le lit de Madame Récamier, que je ne savais pas exposer ici, je me suis dit, tiens, un homme, une femme, un lit, pourquoi pas en profiter? Et donc, il y a une petite scène qui se passe sur le lit de Madame Récamier.